Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat d'ici Paris Île-de-France, épisode numéro 45 aujourd'hui. Un épisode débriefing que vous allez sûrement écouter à l'heure du tea time. C'est le moment où on le met en ligne, c'est vers 16h, 17h. Un petit café, thé, biscuits, nuages de lait. Et je vous laisse savourer, un peu comme un but de Kvaratskhelia où il y a 89 passes avant que ça arrive vers le filet. Bref, c'est un petit délice, un petit bonbon, un petit tea time, vraiment posé, tranquille. Je vous invite d'ailleurs à me raconter sur le chat de l'émission sur YouTube votre réaction au moment de ce but. Comment les fils se sont touchés. Bon, moi, j'ai fait un peu n'importe quoi aussi. On va vous l'écouter dans quelques instants. Mais voilà, j'aimerais juste savoir comment vous avez réagi sur ce but de Gvisha Kvaratskhelia. Ah, au fait, abonnez-vous, bien évidemment, à 100% PSG, ici Paris Île-de-France, votre chaîne YouTube 100% PSG. Et pour le reste, le thé, moi, c'est sans nuage de lait. Merci. Désiré Doué dans la surface de réparation qui va pouvoir se retourner. Désiré Doué qui arme. Et goal. Pour le Paris Saint-Germain, le ballon touché de Désiré Doué qui lobe. C'est Mamardashvili. Cette frappe de Désiré Doué. Ça va bien joué. Kvaratskhelia dans la surface de réparation. Kvara, il a crocheté. Il va frapper. Goal pour le Paris Saint-Germain. Gvisha Kvaratskhelia est tout simplement un génie du football. Ce qu'il vient de faire, ça s'appelle faire du sale, les enfants. Qu'est-ce que c'était beau. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune 100% PSG, le Paris Saint-Germain qui concasse Liverpool en quart de finale aller de Ligue des Champions, score 2-0. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on est limite frustré quand on se dit que ce Paris Saint-Germain aurait peut-être pu en mettre encore un peu plus face aux Anglais. Dans ce podcast, on va bien évidemment débriefer ce match en long, en large et en travers avec les j'aime ou j'aime pas. Et on va se poser aussi quelques dossiers, quelques questions comme ça, en commençant par l'homme des très grands soirs, c'est Monsieur Kvaratskhelia. Il n'y a pas de question, on va juste évoquer le roi Kvara et nous ne sommes que ses disciples et nous allons pouvoir évoquer tout le bien que l'on pense de lui. On se demandera aussi jusqu'où peut aller Warren Zaïre-Emery qui hier soir a enchaîné son 39e match consécutif avec le Paris Saint-Germain et il a été excellent. On va parler de la progression de notre Titi. Enfin, y a-t-il un doute sur la qualification face à Liverpool pour le tour suivant? Est-ce que vous pensez encore que le PSG peut se mettre les pieds dedans? Oui, je pose la question, je fais ce que je veux. C'est notre émission, car on va en parler parce que Liverpool, franchement, hier soir n'a vraiment pas fait le poids et on se demande même s'il boxe dans la même catégorie que le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe cette saison. De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, Bruno Salomon, La Tribune. Qui compose l'équipe du jour? Tidiane Embo du Winamax FC, Aymeric Legal de 20 minutes et Alexandra Flalo du Parisien, mais pas que. Messieurs, bonjour. 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 Qu'est-ce qui se passe? C'était pas encore tout à fait réglé. Non, Là. c'est ça. On a fait un petit canon. C'est ça. Bonjour. C'est ça. Bienvenue les gars. Je suis heureux de vous retrouver dans cette tribune. Salutations distinguées à vous trois. Victoire du Paris Saint-Germain, messieurs, sur cette équipe de Liverpool en quart de finale. Aller de Ligue des Champions, score de 2-0. Doué, Kvara et les autres ont fait plier des Anglais qui n'étaient peut-être j'étais pas invité en fait à la soirée, c'était très clair, juste comme ça, quelques stats, histoire de se mettre un petit peu en bouche. 683 passes réussies d'un côté, 189 de l'autre, 44 duels gagnés contre 34 pour Liverpool, 6 tirs cadrés pour le PSG, 0 pour cette équipe de Liverpool, 64% de possession de balles pour le Paris Saint-Germain. On s'arrête là, hein, je pense que c'est bien, ça nous annonce déjà un petit peu la couleur de cette rencontre. Petit tour de table. Est-ce que vous vous êtes régalé? Tidiane, hier soir, c'est un petit bonbon ce qu'on a vu hier soir, non? Bah oui, je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Hier, c'était un grand match du Paris Saint-Germain. Alors, je peux entendre la frustration de certains d'estimer que la marge au tableau d'affichage aurait pu être plus importante. Mais à un moment donné, il y a aussi peut-être le
plaisir pur et simple de voir évoluer l'équipe à ce niveau-là, indépendamment du petit réalisme qui lui a peut-être un petit peu manqué, mais la façon dont les actions sont construites, l'espèce d'élan collectif qu'on avait un petit peu perdu en début de saison et qu'on a l'impression de retrouver à mesure que les semaines défilent. Et puis voilà, cette communion, parce que le PSG, c'est aussi les soirées au Parc des Princes, c'est les tifos, c'est le bruit, c'est cette atmosphère particulière. Donc je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche après une soirée comme celle d'hier et tout simplement en profiter, parce que on sait quand ça a commencé, cet état de grâce du PSG version Luis Enrique, mais on ne sait pas quand ça va se terminer, donc profitons-en. Mais est-ce qu'on a vraiment envie que ça s'arrête, en fait, Alexandre Afsalo? Parce que moi, je pensais vraiment qu'on descendrait du nuage à un moment donné, que quelqu'un nous mettrait une tarte, et que pour l'instant, non, en fait. C'est ça qui est fou. Il y a eu un petit dérapage là sur mon nom de famille. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, voilà. C'est comme quand je me suis lancé sur le premier Mamardashvili, tu vois. C'est il y a un peu moins compliqué à prononcer, je crois. Alexandre Afsalo, pardon. Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a un mois, on était tous au 36e dessous à se dire ah là, mais ce PSG est amorphe, on va se faire tartiner par Chelsea et ce sera bien mérité pour nous parce qu'on n'a pas réussi à gérer ci, à gérer ça. Et puis au final, comme par magie, quoi. Comme par magie, le PSG de retour, comme par magie. Hier, en fait, tu as la solution à tous les problèmes que tu avais il y a 2 mois et que tu n'arrivais pas à résoudre, c'est-à-dire comment percer les blocs bas, comment avoir une animation offensive très protéiforme, tu vois, être tout le temps en mouvement, tout le temps demandeur, beaucoup d'énergie, beaucoup de permutations, etc. Enfin, hier, Liverpool a fait un choix tactique. Voilà. audacieux qui était de partir sans Salah et à 5 derrière. À quoi bon, quoi? C'est-à-dire qu'ils ont pris la tempête tout pareil et effectivement ils peuvent même s'estimer bien heureux de ne pas en avoir pris plus, quoi. Ouais, c'est d'ailleurs ce que dit la presse anglaise ce matin, c'est que ces joueurs de Liverpool s'en sortent très très bien vu le bouillon qu'ils ont pris. J'en connais un qui était en tribune hier, qui est allé faire le foufou. Pur bonheur. Voilà. Pur bonheur. Et quand on parlait de grandes soirées au parc, effectivement, c'était une grande soirée sur et dans les gradins. Ouais, tu les sens ces soirs-là. Moi, j'étais assez confiant avant d'arriver. Je tablais sur une belle saucée, un 4-0. On n'était pas si loin que ça. Tu demandais comment on avait vécu le but de Gvara. Moi, j'ai fait un vol plané de trois rangées. Il est encore en santé. C'est ça qui est beau. Venez voir en vidéo, il est tout en état. Mais j'ai pensé à toi et j'ai un peu moins chanté en deuxième mi-temps pour garder mes cartes vocales. C'est bien, mais je suis fier de toi. Mais non, c'était un kiff. Mais moi, malgré tout, je peux pas m'empêcher d'avoir ce petit regret sur la dernière action d'Hakimi qui la donne à Nuno, parce que c'est la 94e. C'est vraiment le fond du fond. Et tu te dis, le 3-0, il va arriver là. Il était écrit, il devait arriver. Le stade va fusionner et on sera dans la tête quasiment qualifié. Ça aurait été la soirée parfaite s'il y avait eu ça, mais non, c'est quand même une soirée de kiff. Et comme disait Tidiani, sachant profiter quand même du moment présent, on vit quand même notre meilleure vie de supporter parisien. Ah, effectivement, c'est les plus beaux moments de l'histoire, en tout cas du club, et ça ne s'arrête pas. Donc c'est formidable. Prenons, et puis on verra bien. Peut-être que ça s'arrêtera en fil dans une semaine, peut-être que ça s'arrêtera du côté où on sait que ça s'arrêtera, on sait pas quand. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est fou. Le sport a cette réalité-là. Mais c'est génial. Mais franchement, cette sensation est assez folle. Moi, c'est-à-dire que quand tu as gagné le 31 mai, tu te dis bon là, et puis en fait tu dis si vous voulez qu'on y retourne le 30 mai, on peut. Oui, voilà, c'est-à-dire que on a commencé à regarder très gentiment les billets pour Budapest, quoi. C'est ça. Mais attention. Ouais. Parce que là, tu sais quoi, je sais déjà sur le chat, vous êtes fous, commencez pas, vous allez nous porter l'œil, parce que rien que déjà lundi, notre ami Ilyes Peters, qui est allé nous dire dans ce podcast en disant, moi je les sens vraiment très très bien. Sur ce match aller, je sens vraiment le PSG avec tous les feux au vert et ça va envoyer. Et alors là, mais non, ça va pas, trop de confiance, vous prenez pour qui? C'est bon. Non, mais il y a des façons de dire. C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un de maîtrisé et de cohérent comme Ilyes Peters, ça va. Mais quand tu as d'autres personnes sur d'autres radios qui disent non mais Liverpool c'est nul, ils vont se faire ouvrir en deux, ça va être une balade de santé pour le PSG, ça. Bon voilà. Bon, ça il se trouve que ça l'a été. Oui. Voilà. Bon, voilà. Mais attention, dans une semaine, dans 5 jours, il va falloir quand même faire attention. Au retour, ce sera à vivre, bien évidemment, sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France, cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Liverpool
Liverpool PSG le mardi 14 à 21h. Les gars, on fait le tour de table pour le j'aime ou j'aime pas. On se rappelle, hein, c'est ou un j'aime ou un j'aime pas. J'attaque avec toi. Tiens, Aymeric, commençons par toi. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire l'idée que tu fais peur aux autres équipes. Alors, en l'occurrence, c'était Liverpool. On s'attendait, enfin moi je pense qu'on a quand même tous été surpris en voyant qu'ils jouaient à 5 derrière. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression au moins en première ligue, tu les as traumatisés pour les 20 années à venir, avec ce qui s'est passé la saison dernière. Ensuite, il y a eu Chelsea en 8e, où voilà, t'empiles les buts, et c'est pas une masterclass, mais tu sens que tu montes en puissance. Et là, voir Liverpool renier, mais vraiment son ADN, son histoire, son fighting spirit et ses ambitions, et se prendre pour un carquefou en Coupe de France qui vient, Arnaud Slot qui arrive avec sa stratégie, et Inch'Allah les frères tous derrière, et il faut pas qu'on prenne une valise. Ça a ses limites, mais ça envoie quand même un message. Quand tu vois l'équipe alignée, tous les joueurs un par un, tu peux comprendre que les mecs fassent une petite descente d'organes, parce que quand ils sont tous à leur plus haut niveau, oui, c'est une équipe un peu effrayante. Et aujourd'hui, après, je ne sais pas quelle réaction aurait eu un Arsenal ou un Atlético face à nous. Est-ce qu'ils se seraient est-ce qu'ils auraient fait comme Arnaud Slot, qui vraiment, moi j'étais presque en colère contre Liverpool hier, parce que quand tu atteins des quarts de finale, tu as envie de voir deux équipes qui jouent, tu as envie de voir une équipe qui n'a pas peur aussi de venir ici, de marquer des buts, et on sait que nous on aime bien ça derrière aussi, donc tu veux voir un grand spectacle. Hier, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain et une qui a refusé le football. Et les équipes qui insultent le football, moi, j'aime pas ça. Ouh là là, il est énervé. Oh là en là. tout cas, vous me l'avez fâché, Hans Slot, monsieur Hans Slot, Aymeric Le Gall est pas content du tout. Et c'est vrai quand même que cette impression de faire peur, on l'a jamais eu. Alors en Ligue 1, bien évidemment, sur certaines équipes, mais là, en Ligue des Champions, en quart de finale, Tidiani, quand même assez impressionnant de voir des équipes qui se creusent le cerveau pour se dire bon, comment on fait pour pas exploser en vol, quoi. Mais ça montre bien que la réalité du PSG a changé, que le regard sur ce PSG a changé, que le PSG, on parlait l'année dernière d'un gain de crédibilité. Moi, je pense que le PSG a toujours eu, depuis le rachat du Qatar, une certaine crédibilité. Quand on a des moyens dans une compétition comme la Ligue des Champions, et moi je le répète souvent, il y avait d'autres belles équipes au PSG avant que n'arrive Luis Enrique, mais il y avait des détails sur l'aspect mental, sur l'approche des matchs qui faisaient les problèmes. Là, en fait, les gens ont compris que le PSG faisait les choses de manière constructive et avec l'idée que le sportif soit au centre de tout. Et en fait, dès lors que ça a été ça la stratégie, l'équipe a commencé à être encore plus forte et elle a très, très rapidement gagné. Donc moi, je pense que hier, Arne Slot, en fait, il y a une part de soumission, mais aussi une grande part d'impuissance. C'est qu'aujourd'hui, dans le projet de jeu de Liverpool, il y a plein d'ingrédients qu'il n'y a pas et que lui, le PSG, de son côté, a réussi à aligner depuis peut-être 1 an et demi ou 2 ans. Donc oui, le regard a changé sur le PSG, mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment hier qu'on en a pris conscience. Hier, en fait, on est juste un peu dans une continuité de ce constat-là. Et puis on a vu des garçons comme McAllister péter les plombs auprès de leurs coéquipiers, Van Dijk aussi en train de s'énerver sur le placement de certains de ses de coéquipiers. Voilà, et tu sentais que certains ne savaient plus quoi faire par rapport à ce qui était proposé. Bref, c'était un peu l'affolement général dans cette équipe. Dans le fond, c'est une équipe qui ne sait pas vraiment en fait comment elle doit s'y prendre. Regardez le nombre de systèmes tactiques qu'a essayé Arne Slot depuis le début de saison, du 4-3-3, du 4-2-3-1, du 4-4 de losange, du 4-4-2 à plat, de la défense à 3. Et ça montre qu'il est dans une espèce de doute perpétuel. Et là, en fait, il est tombé aussi un petit peu sur son épouvantail, parce que je crois que c'est Aymeric qui en parlait tout à l'heure, mais l'impact de la double confrontation de l'an dernier, au-delà du football anglais, sur Arne Slot, je pense que ça a eu énormément d'impact et qu'aujourd'hui, il estime qu'il est à des années-lumière de ce qu'incarne aujourd'hui le PSG de Luis Enrique, et que donc, en fait, aujourd'hui, Liverpool vient pour limiter la casse. Hier, au Parc des Princes, ils ne viennent pas pour faire quelque chose. Il a très clairement dit en conférence de presse d'avant-match, l'objectif sera de rester en vie en vue du match retour. C'est pas d'aller essayer de tenter un coup, c'est de survivre. Alex. Non, mais c'est vrai que sur Arne Slot, il avait même eu depuis l'année dernière plusieurs déclarations, plusieurs sorties médiatiques où il reparlait du PSG, il reparlait de ces matchs-là. Et en fait, l'état d'esprit dans lequel
et Arne Slot et dans lequel est Liverpool hier, tu le comprends à 1h du match quand tu sais que Salah n'est pas titulaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand il se prive de son meilleur élément offensif, de son joueur emblématique, qui en plus va quitter le club à la fin de la saison, donc symboliquement, il y a aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'il va peut-être finir sa dernière aventure européenne avec Liverpool sur une double confrontation où il n'aura pas joué le match aller, alors que c'est sur lui qu'on compte dans ces moments-là. Tu vois que c'est Jérémy Frimpong qui prend cette place-là avec un rôle vraiment défensif. Tu vois tout de suite qu'il y a un 5-3-2 qui se met en place. Tu te dis, mais les mecs ont peur. Mais c'est-à-dire que. Et en fait, là où c'est impressionnant, mais je trouve que ça dit autant de ce qu'est devenu le PSG que limite ce qu'est Liverpool. C'est-à-dire que venant d'un club comme Liverpool, c'est pas normal. Enfin, c'est pas courant en fait d'avoir peur d'un adversaire. C'est-à-dire que normalement, il y a un peu l'aura, l'institution, etc. Donc, je pense qu'il y a effectivement le PSG a cet effet-là sur les adversaires. Et puis en même temps, là, Liverpool, on en parlait tout à l'heure, ils sont dans une phase de transition qui est colossale. C'est-à-dire que entre le changement de coach après 10 ans de Klopp et plus le mercato qu'ils ont fait, alors beaucoup de gens sont un peu foutus d'eux hier parce qu'ils ont dépensé 500 millions d'euros cet été. On est très bien placé pour savoir que c'est pas parce qu'on dépense des sommes pharaoniques sur le mercato, mais oui, que ça clique tout de suite. Ils ont besoin de ce temps de reconstruction. Et là, effectivement, ils tombent 2 fois contre le PSG. C'est un peu le bateau dans Astérix qui tombe à chaque fois sur les Gaulois, quoi. C'est-à-dire que ils aimeraient bien pouvoir avancer, mais là, effectivement, ils se font noyer à chaque fois, quoi. En tout cas, ce Paris Saint-Germain là, on y reviendra tout à l'heure, mais Arne Slot, seul truc qu'il dit à la fin de sa conf, c'est de dire, en gros, c'est les supporters qui vont peut-être nous aider à Anfield. C'est le seul truc auquel il se rattrape, c'est de se dire, bon, peut-être que ça va leur faire peur. Mais moi, j'ai pas l'impression que l'année dernière, Anfield les fait peur. Et en plus, on est prêt, on sait, on connaît. Ouais, mais complètement. Et puis, je pense même que retourner à Anfield avec ce groupe-là, avec le souvenir de l'année dernière et le sentiment de confiance qu'ils sont en train de dégager, t'y vas avec plaisir et sans la moindre frousse. Et je pense que tu peux. La meilleure chose à faire, évidemment, en arrivant là-bas, c'est de mettre un but dans les 10 premières minutes, d'éteindre le stade, ne pas lui laisser la possibilité de s'enflammer. Parce qu'on sait que c'est vrai que quand ça s'enflamme, les mecs peuvent changer du tout au tout. Et toi, tu peux avoir un petit peu de peur, commencer à trembler. Si tu casses ça dès le départ, c'est fini. C'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs la dernière fois quand on est allé avec Dembélé qui avait marqué assez. C'est fou de se dire quand même qu'en un an. Ça change autant. En fait, le 8e de finale de la saison passée, en fait, tu te rends compte avec le recul que c'est un espèce de croisement de dynamique entre les deux, avec un Liverpool qui était peut-être l'équipe la plus impressionnante sur le premier semestre, qui a fini par aller chercher ce titre, mais avant le 8e de finale, on était unanime pour se dire c'est peut-être une finale avant la lettre entre Liverpool et le PSG. Là, en fait, on a presque la sensation que ça n'est qu'une étape pour le PSG et que Liverpool va juste devoir faire de la survie. Ça s'est vérifié sur le terrain, mais je veux dire, avant même qu'on le voit, on avait ce sentiment-là. Ça montre bien qu'il y a eu, je pense, comme je disais, une espèce de poursuite sur les dynamiques de la saison dernière, où on a un PSG qui a continué à progresser. En tout cas, moi, c'est mon sentiment. Et une équipe de Liverpool qui s'est un petit peu enfoncée dans ses doutes. En tout cas, on verra. Attention, bien évidemment, le match de mardi sera intéressant à voir un peu la réaction. Déjà, ils ont un match du côté de Liverpool. Ce sera face à Fulham, 18h30 samedi. Et il est important pour essayer de se maintenir à flot, pour essayer d'accrocher à nouveau la Ligue des Champions. Alex. Oui, bonjour. Cher ami. Bien sûr. Bonjour. Ton j'aime ou ton j'aime pas ? Oui, c'était un j'aime pas, mais qui est pas vraiment un j'aime pas négatif pour le Paris Saint-Germain, qui est plus un j'aime pas négatif pour le corps arbitral. Ah, que se passe-t-il ? Non mais deux situations de pénalty. Arbitre espagnol. On l'embrasse, on sait qu'il nous écoute. Donc Monsieur Sanchez qui a décidé d'une part donc de revenir sur sa décision d'accorder un penalty à Warren Zaïre-Emery sur un tacle qui est certes, par rapport à la position dans laquelle il est, très propre de la part d'Ibrahima Konaté, mais tu siffles le penalty, il n'y a vraiment pas de scandale, et puis surtout, même pas d'intervention de la VAR sur la poussette du même Konaté, décidément, sur Nuno Mendes en fin de match. Moi, honnêtement, ça fait quand même 2 années de suite qu'il y a la même situation qui se produit avec le même joueur sur le même geste. Moi, écoutez, j'ignorais qu'on pouvait pousser des joueurs dans le dos qui vont vers le but avec la main comme ça. Je ne savais pas que c'était dans la règle. En pleine course en plus. Ouais, je ne savais pas que c'était dans la règle du foot. Après, peut-être que c'est moi qui ai loupé une mise à jour. Voilà. Donc, si apparemment ça, c'est admis qu'il n'y a pas de problème et que quand le camion va regarder ça, ils disent allez, relève-toi, frère. Moi, je trouve ça lunaire, complètement lunaire.
Sur l'annulation du penalty, honnêtement, pour moi, c'est un peu 50-50. C'est-à-dire que vraiment, le tacle est très propre. Sur Warren, moi je suis. Warren il n'y a pas scandale qui siffle pas, franchement. Voilà, il est déséquilibré, certes, mais il ne va pas non plus le balayer complètement. C'est un tacle qui est franchement maîtrisé. Il y a penalty, c'est pas un scandale. Il n'y a pas penalty, c'est pas un scandale non plus. Enfin, moi, celui-ci me reste pas en travers de la gorge. Par contre, le deuxième, je trouve ça lunaire, mais qu'il n'y ait même pas que la VAR n'intervienne même pas, quoi. Ça, je trouve ça fou. Alors, juste un truc très important. On a eu la chance la semaine dernière avec les gens d'ici. Attends, et bouge pas, t'as pas encore vu la vidéo de Rabé et moi qui testons la VAR parce que voilà, la VAR pour les nuls, c'est nous quoi. On s'est ridiculisé, mais juste. Il n'y a plus de camion. Je te le dis comme ça, le camion VAR, ça n'existe plus. Et on s'est fait tomber dessus par un arbitre dont je sais réellement. Voilà, c'est le VAR Center. Et là, il faut arrêter de dire qu'ils sont dans un camion. Ils ne sont pas dans une camionnette. Pour moi, ils sont vraiment dans un utilitaire, dans un fourgon. Le J9. Avec 2 ordinateurs portables branchés sur le secteur, tu vois. Donc voilà, je te jure qu'il y en a qui te disent « Et arrêtez de dire qu'on est dans un camion, c'est fini ça !» Yannick, tu voulais réagir. Qui y aurait-il de si humiliant à faire son travail depuis un camion, je veux dire. Il y a des gens très bien qui font cette discrimination vers les camions, qui sont de très beaux objets, fascinants même pour certains enfants. Ne dit-on pas beau comme un camion ? C'est ça. Exactement, voilà. Tout à fait. Très bien choisi. Non, moi, c'est plus sur l'histoire des pénaltys. En fait, moi, c'est plus la notion d'erreur manifeste. C'est-à-dire que je suis pas contre la réinterprétation de la première faute, mais dans ces cas-là, il faut aller voir la deuxième. Et on est toujours un peu sur cette histoire de cohérence d'une situation à l'autre. À partir du moment où on considère qu'un moment litigieux dans la surface de réparation, qu'une situation de pénalty peut avoir de l'impact sur le tableau d'affichage et sur le verdict de cette double confrontation, il faut y aller. Donc si tu y vas la première fois, moi, j'ai pas de problème, on déjuge parce qu'on estime que c'est trop léger. Mais dans ces cas-là, on va voir la deuxième et peut-être que là, on aurait déjugé dans l'autre sens. Ouais, parce que là, très franchement, on voit cette main et voilà, cette main qui vient pousser dans le dos de Nuno Mendes et ce qui nous donne. Puis c'est flagrant. Souvent, on a toujours ce décalage entre la perception des fautes dans le rectangle et sur le reste du terrain. Ce qui peut se comprendre parce que le coup de sifflet n'a pas le même impact. Mais bon. Là, je veux dire, quand la faute est aussi flagrante, avec une poussette vraiment très claire et très affirmée, c'est vrai que ça aurait pu mériter un petit coup d'œil. Émeric, tout a été dit ou Oui, non, après, j'aime pas ce mot, mais franchement, c'est scandaleux parce que c'est vrai que dans cette émission, on fait attention et on n'est pas tout le temps en train de, sur les situations de pénalité, en tout cas de l'arbitrage. On essaie de rester soft, mais là ça fait un peu mal. Tu t'attends quand même, c'est la Ligue des Champions, c'est le gratin du gratin, c'est les quarts de finale, t'attends une exemplarité de tout le monde, et quand le monde entier est d'accord sur ça, et que voilà, il n'y a pas de débat, en fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il n'y a même pas de débat, on est tous d'accord, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font les deux pimpins dans leur estafette, là? Alors, ils sont trois. Ok. Non, mais c'est, dans leur Citroën C4, dans leur berlingot. Dans leur berlingot, après, s'il faut ça pour essayer d'empêcher le PSG d'aller loin, il faudra ça en prendre. C'est pas grave. Si le PSG dérange, il faut le dire. Vous savez quoi, moi, il y a un truc qui me... Juste petite anecdote, hier, je le disais à l'antenne. Je sais pas si ça s'est vu pour ceux qui ont regardé la télé ou qui étaient au stade, mais en fait, moi, je suis assez fier de voir cette équipe qui ne râle quasiment jamais contre l'arbitrage. Ouais. Et en fait, sur la situation de Warren Zaïre-Emery, quand l'arbitre est allé à la VAR, il n'y a pas... En fait, au début, il y a des joueurs qui suivent l'arbitre. Et donc, le quatrième arbitre plus l'assesseur de touche arrive pour faire bloc. Genre, ils vont venir nous emmerder pour... Mais non, en fait, les mecs viennent chercher de l'eau. Ils viennent à la boisson et ils n'en ont strictement rien à faire. Ils laissent l'arbitre faire son job et ça, j'aime. Et finalement, sur la situation de Nuno Mendes, le seul qui est allé râler, à la fin du match, quand le match était terminé, c'est Nuno Mendes qui est allé voir l'arbitre pour lui serrer la main et lui parler en lui disant « Mais enfin... Comment vous pouvez laisser cette situation ?» Mais c'est le seul qui a... Et j'aime cet état d'esprit-là depuis 2 ans avec l'arbitrage du côté des joueurs du PSG. C'est très la mentalité de Luis Enrique, de toute façon. C'est lui qui amène ça, etc. Et je pense que fondamentalement, ça sert à rien de râler contre l'arbitrage. L'arbitre prend ses décisions et elles sont définitives. Maintenant, en débriefant le match, je veux dire que si la semaine prochaine Liverpool gagne 3-0, évidemment on le souhaite pas, on va tous revenir sur cette situation de penalty et on va dire mais en fait la double confrontation n'est pas la même en fait. C'est-à-dire que c'est des décisions qui peuvent impacter une saison, qui peuvent impacter un match et que en fait quand c'est aussi flagrant, aussi clair et que ça va autant à l'encontre des règles basiques du foot, qui est que tu te sers pas de ta main pour défendre.
que ce soit pour contrer le ballon ou pour pousser un joueur, en fait, là, pour le coup, il n'y a pas de doute, les images sont très claires et il y a suffisamment de caméras autour du terrain pour que tout le monde puisse le voir, quoi. Donc, c'est incompréhensible. Maintenant, oui, râler, ça sert à rien, quoi. Et juste, oui. Mais ce que tu dis, Bruno, je trouve sur cette mentalité de l'équipe, c'est hyper important parce que je trouve que c'est vraiment ce qui fait sa différence par rapport aux autres, c'est qu'on a des gentils, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que dans les duels, ils sont toujours propres, ils ne cherchent pas à faire mal, ils ne cherchent pas à casser des actions, on prend peu de cartons rouges, il y a un respect, on est focus uniquement sur notre match et tu ne sors jamais comme un Neymar pouvait péter des câbles à chaque fois et là t'étais là. Mais non, espèce de couillon, on fait pas ça, on va tous sortir du jeu. Donc là, c'est une équipe de gentils, t'as pas un seul sale type dans cette équipe. Et moi, je trouve que ça participe du fait qu'elle nous donne envie de l'aimer, cette équipe. Et juste pour info, aux entraînements, Luis Enrique, quand il y a des jeux, fait exprès de siffler à l'envers. Des fausses fautes. Et il siffle des fausses fautes et les joueurs n'ont pas le droit de... En fait, tu mouftes pas, sinon tu te fais sortir. Donc comme ça, au moins, c'est... Voilà. C'est de l'éducation, en Oui, fait. c'est On ça. en revient presque un peu à l'essence de ce qui est... l'un des rôles de l'entraîneur, c'est-à-dire éduquer ses joueurs. Évidemment, il y a l'éducation tactique, mais il y a aussi l'attitude qu'il faut avoir sur le terrain. Et l'un des gros progrès de cette équipe avec l'arrivée de Luis Enrique, ça a été aussi l'ajout du psychologue, avec une progression qui s'est ressentie sur l'appréhension des matchs et la gestion émotionnelle. Mais moi, je pense que ne pas aller... comme ça, se ruer sur l'arbitre à chaque injustice qu'on ressent sur le terrain, en fait, ça te permet aussi de garder ton influx et de te concentrer sur ce que tu as à faire dans le jeu. Donc oui, peut-être qu'une fois de temps en temps, on va ressentir une forme d'injustice parce qu'on se dit, là, il faut aller peut-être lui mettre un petit coup de soufflet dans les oreilles à l'arbitre parce que là, en fait, il y avait une énorme erreur de sa part. Mais en fait... ponctuellement, peut-être que ça te serait bénéfique, mais sur le temps long, je pense qu'il y a plein de matchs où peut-être tu as gardé ta concentration et ton énergie sur ce que tu avais à faire et pas sur ce que l'arbitre, lui, devait faire différemment. Le seul qui a pris un rouge cette saison en Ligue des Champions dans ce genre de match, c'est Ilya Zabarny qui n'avait pas encore l'ADN de on arrête de jouer avec les mains et on ne fait pas n'importe quoi. J'avais oublié celui-là. Ah oui, enfin, bon, tu gagnes quand même 7-2 ce soir-là. Avec toi, Aymeric. Pourquoi? J'ai déjà dit non, toi, t'as déjà dit. Non, c'est à Tidiani. Oh là là, je suis fatigué. Pardon, excusez-moi les gars. Tidiani, c'est à toi, ton j'aime ou ton j'aime pas? Moi, j'ai aimé la sérénité du PSG hier, la tranquillité avec laquelle ils ont à la fois abordé le match et conduit le match. Parce que il y a toujours l'idée, quand on est observateur, et surtout dans les matchs de Ligue des Champions, que ça doit être des matchs avec une espèce de folie, une espèce un petit peu comme ça d'électricité, de quelque chose qui doit être un petit peu pas maîtrisé. Et en fait, justement, le PSG n'est jamais aussi fort que lorsqu'il maîtrise à la fois le tempo de ses matchs, le scénario de ses matchs. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est une forme de maturité, tu n'es pas rentré dans la surexcitation que ce match-là aurait pu engendrer, c'est-à-dire le fait de te sentir tout de suite très fort, de dominer ton adversaire, de marquer, d'avoir vraiment cette expression collective qu'on a sentie tellement supérieure à celle de Liverpool. En fait, il y avait tout pour s'enflammer dans ce match-là. Mais sauf que si tu t'enflammes et que tu rentres sur le terrain de l'irrationnel, est-ce que c'est pas de cette façon aussi que tu permets à certains de tes adversaires de pouvoir exister alors qu'ils n'existaient pas? Donc moi, c'est vraiment cette tranquillité-là, quoi, au global, que je trouve que d'autres vont peut-être s'en plaindre en disant oui, mais à un moment donné, on a l'impression que c'est du travail très propre, très bien fait, presque trop bien fait. Mais la Ligue des Champions, ça on l'a eu à la limite peut-être contre Chelsea, le 5-2 sur une fin de match où on était à touche-touche et où ça s'est enflammé sur 10-15 minutes. Mais tous les matchs n'ont pas besoin d'être cette espèce d'un peu de feu d'artifice qui part dans tous les sens. Et je veux dire, une équipe qui maîtrise, comme le PSG a maîtrisé hier, je pense que ça s'apprécie tout autant qu'un match où tu as des émotions qui partent dans tous les sens, quoi. Donc moi, d'avoir cette tranquillité, je trouve aussi que c'est une forme de maturité. Pour moi, une équipe qui est mature, c'est une équipe qui progresse. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle n'est pas si vieille, cette équipe. Elle est même très jeune, Alex. En fait, c'est ça qui est assez fou. C'est de voir ils ont 3 ans de vécu. Il nous l'a dit, Luis Enrique, hier en conférence de presse, en disant on a 3 ans de vécu et on sait maintenant gérer nos émotions. C'est vrai que malgré la jeunesse, c'est des patrons, en fait. Mais Tidiane l'a rappelé tout à l'heure sur le
l'aspect important de ce que aussi Enrique a apporté à ce PSG, sur l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel. Et effectivement, le psychologue du staff, dont j'ai oublié le nom évidemment, Ouais, vous allez me le On l'a rappeler tous tout de suite. oublié. Ouais, j'y pensais tout à l'heure. Je reviens, vas-y, continue, vas-y. Voilà. On va le retrouver. Voilà, merci. Voilà. Il a notamment cette importance-là d'apprendre aux gars à gérer leurs émotions. Joaquim Valdés. Joaquim Valdés, qu'on embrasse, on sait qu'il nous écoute. Bah oui. Lui aussi. Bien sûr. Mais tous les Espagnols de France et de la place de Paris nous écoutent, c'est évident. C'est ça. Sur la gestion des émotions, et notamment sur la gestion des émotions au cours du match, et de savoir gérer les hauts, les bas, etc. C'est là-dessus qu'il excelle, et c'est là-dessus qu'il apporte quelque chose de très important. Et oui, c'est en fait... Il y a à la fois ce côté, tu es très sûr de toi, très sûr de tes forces, tu sais exactement comment réciter ta partition. Un côté évidemment qu'il ne faut pas enlever du fait que Liverpool n'a pas été bon hier, et qu'en fait ils ont permis au plan du PSG de se dérouler sans Mais accroc. c'est peut-être nous qui les rendons pas. Alors moi honnêtement, autant il y a sur certains adversaires et sur certains matchs, je peux te dire le PSG a rendu cet adversaire mauvais, autant là hier franchement c'était kiff-kiff quoi. C'est-à-dire que le PSG a été très bon. Liverpool a été encore moins bon que d'habitude, mais de base tu partais pas avec les meilleures fondations possibles, je trouve, du côté de Liverpool. Défaite cette saison Ouais. pour cette équipe de C'est Liverpool. Donc voilà, tu as une partie d'être sûr de ses forces, une partie de Liverpool qui n'a pas été bon, et une partie du PSG qui a su rester maître de ses émotions, maître de lui-même. On en revient sur les questions de l'arbitrage aussi. Dans le match, tu sais que le match dure 90 minutes, de la première à 90e, tu es concentré, tu sais ce que tu dois faire. Point. Donc oui, c'est une équipe qui arrive à maîtriser l'ensemble des aspects un peu décisifs du jeu pour que, au final, ça fasse des résultats comme ça qui sont positifs. On parle souvent des émotions négatives qu'il faut dompter, mais je pense que ça marche aussi avec les émotions positives. Quand tu es au très haut niveau, à un moment donné, de ne pas te griser, de ne pas rentrer dans un match où c'est vite arrivé. Hein, tu vois les tribunes, ça chante de partout, les gens sont contents, tout le monde se sent fort, il y a une espèce d'état de grâce qui se met en place. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose que tu dois apprendre à maîtriser quand tu veux aller sur les objectifs que sont ceux du PSG aujourd'hui. Et Mike? Moi, je veux faire partie de ce dont tu parlais tout à l'heure, qui pinaille un petit peu, mais parce que c'est bien, parce que ça montre qu'on est vraiment dans le détail de précision. Mais moi, après le but de Doué en première période, en tout cas depuis les tribunes, j'ai quand même cette sensation que on est sur un rythme pépère, on contrôle, on maîtrise le ballon, il voit pas le jour, mais on manque un peu de prise de risque sur quelques situations. Mais là, vraiment, je pinaille, j'ai conscience de ça. J'ai 2-3 images de Joao Neves qui va préférer une passe en retrait qui casse un peu la dynamique, alors qu'il y avait moyen de prendre un petit peu de risque. Face à une bête blessée comme était Liverpool, j'ai trouvé que tu aurais pu en mettre un tout petit peu plus, sans forcément non plus rentrer dans la folie où tu pètes un câble, ça part de partout, et tu peux réveiller l'adversaire. Mais voilà, ils avaient vraiment pas ouvert les portes, mais voilà, il y avait de quoi leur mettre la tête dans le seau un peu plus, à mon sens. Mais c'est du détail. Mais au final, il y a quand même eu l'occasion de le faire, malgré cette approche petit peu. C'est même pas forcément prudente, c'est rationnel en fait par rapport à ce qu'est le match. T'es meilleur que ton adversaire, tu le domines, mais t'as pas besoin d'en faire plus. Et au final, franchement, il y a quand même une bonne douzaine d'occasions que le PSG peut mettre. C'est vraiment du réalisme, c'est pas forcément la passe ou la prise de risque. Et moi, je trouve ça même limite très fort de me dire que c'est une équipe qui a plus besoin forcément d'avoir nécessairement du volume, mais qui préfère avoir peut-être une qualité d'occasion, quitte à être un petit peu plus méthodique dans la façon dont elle va se les procurer. Pendant la première période, il y a eu des moments où il n'y avait pas énormément de frappes au but. Mais par contre, en fait, au fil des minutes, on a l'impression que les vagues, elles s'accentuaient. Et moi, je trouve que ça fait pas du PSG une équipe moins forte, bien au contraire, de vouloir à tout prix, tout de suite, tabasser l'adversaire. Non, on sait qu'on est plus fort, on va y arriver, prenons notre temps, ne perdons pas l'objectif de vue, juste parce on se laisse un peu entraîner comme ça par l'euphorie générale. Dans un sport que vous le savez, j'aime beaucoup, le hockey sur glace, le coach de Montréal, des Canadiens de Montréal, Martin Saint-Louis, dit ce qu'il faut, c'est avoir des occasions 4 étoiles avant de prendre la décision de tenter de scorer. Et en fait, effectivement, c'est pas une équipe qui a beaucoup d'actions, mais quand ils ont les actions, ça fait très mal. Et c'est pas vrai ce que tu dis. Oui. Qui a ses places pour Céline autour de la table? Non, je rigole, je ne vais pas savoir. Moi, j'en ai rien à carrer de Céline, pardon. Je me suis mis en mode Riolo, excusez-moi. Et ça, c'est fait. Juste une chose, moi, il y a quelque chose, par rapport à ce qui vient d'être dit, Alex, c'est que ce qui se passe sur le terrain, sur cette équipe qui est zen, voilà, qui est très mature, même le Parc des Princes devient mature. Dans les supporters aussi. Moi, j'ai trouvé que... Non, mais... Oui. Alors,
pas Émeric quand il saute sur le deuxième but. Mais non, mais ce que je veux dire par là, avant le match, tout le monde est zen. Il n'y a pas une espèce d'excitation. Même moi, au début, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est l'été, le printemps qui est en train de taper sur la tête? Moi, j'ai su qu'il se passait quelque chose de particulier autour de ce match quand Mathieu Ford ne nous a pas envoyé un message pour dire qu'il le sentait pas bien. C'est vrai, dans notre conversation. C'est vrai que c'était très calme. D'habitude, il y a toujours Mathieu Ford qui dit, ouah, on va se faire ouvrir en deux, ça sent mauvais, je le sens pas, machin. Là, pas un mot. Non, bah oui, encore une fois, c'est-à-dire que quand l'équipe dégage de la sérénité, ça se reflète chez les supporters. Et ça, c'est un truc. C'est aussi un message de Luis Enrique qui dit ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Bien sûr, mais en fait, il y a dégagé de la sérénité dans ton discours, il y a dégagé de la sérénité dans ce que tu es sur le terrain. Et en fait, là où c'est marrant, c'est que. On en parlait tout à l'heure, c'est allé très vite. C'est-à-dire qu'il y a un mois, on était encore à se dire, oh là, mais qu'est-ce qu'il y a après Monaco. Les débats après Monaco, ils sont presque exclusivement sur la confiance. Et d'ailleurs introduit par Luis Enrique qui en parle dans sa conférence de presse. Ouais. Et en fait, tu as eu cette espèce de renversement du tout au tout en l'espace de 2 semaines, le temps que Chelsea se passe en fait. Bon voilà, et en fait là tu as un peu enfin après c'est toujours un peu les montagnes russes, mais au moins c'est-à-dire que j'allais dire les supporters arrivent à changer d'état aussi vite que leur équipe et oui non mais c'est assez positif ouais. Bon en tout cas je sais pas pour vous mais moi je suis en train de me poser des questions pour mes vacances. Je me demande si je vais pas aller à Tbilissi. Je sais pas si je vais pas aller en Géorgie pour aller sur les traces du roi Gvara et pour voir un petit peu ce qu'est le phénomène Gvara juste à la fin du match. Je sais pas si la vidéo a tourné ou si vous avez pu le voir, mais alors l'accolade de Mamardashvili qui va voir son capitaine qui lui tombe dans les bras genre bon bah tu m'as humilié mais voilà je me prosterne aussi et nous tous on a envie de se prosterner pour Kvaratskhelia qui a été élu homme du match dans cette rencontre. Encore un but XXL, alors un but qui est même dans sa globalité, dans sa construction les amis, 6 minutes de jeu, 89 passes consécutives pour arriver à ce but extraordinaire, ce déboulé côté gauche, ce crochet pour éliminer Mamardashvili et ensuite derrière s'ouvrir la cage et aller propulser ce ballon au fond. Passe monumentale de Joao Neves qui sera le dernier passeur sur cette histoire. J'avais juste envie de parler du roi Gvara. Il n'y a même pas une question, il n'y a rien, c'est juste. Tu fais bien. Celui il n'y a même pas eu un j'aime sur Gvara. Disons. C'est ça, mais oui, je suis allé. Parce qu'on savait. Parce que je savais, je suis allé vous. Dès 2h du matin, vous aviez le programme pour vous dire on va parler de Gvara. Comme ça, là, si je te dis Gvara, tu me dis quoi, Émeric? Je suis Baba. Très bien. Non, bah, que te dire, on sait que c'est un homme des grands matchs. Il a pu être un peu critiqué en Ligue 1 pour ce côté un peu. Voilà, on sent qu'il est un peu plus nonchalant, un peu moins dedans. Mais là, et au-delà de ses qualités et de la peur qu'il lui aussi a un style quand il prend le ballon et qu'il se projette vers l'avant, c'est toujours cet abattage défensif qui me bluffe. Hier, première période, il vient te faire un retour sur je ne sais plus qui à droite. Voilà, il pose son corps, le message c'est clair et net, c'est tu passes pas frérot. Et voilà. Et du coup, ça, en tribune, ça monte aussi. Enfin, quand tu as ce joueur-là qui te dégage ce sens du sacrifice, cette confiance. Et sans parler du talent offensif, ouais, c'est compliqué de ne pas tomber red dingue de ce bonhomme, ouais. Le génie Kvaratskhelia est encore sorti de sa boîte Tidiane. C'est vrai que dans la percussion, dans le don de soi, il est ce que demande finalement et il est ce que demande Luis Enrique en fait à ses joueurs. Bah, il est surtout ce que les supporters aiment, c'est-à-dire un joueur électrisant. Et avec un pouvoir d'improvisation dans son jeu qui, à mon avis, fait aussi une grande partie de son charme parce qu'on a souvent des débats sur le football et sur les joueurs offensifs avec une espèce un peu de standardisation des profils de joueurs de côté sur l'aspect percussion, changement de rythme. Et Kvaratskhelia, en fait, il échappe un petit peu à ça. Il y a une part un peu presque de romantique dans son jeu. C'est au-delà, je parle même pas de l'allure, hein, je parle vraiment de... c'est le pouvoir d'improvisation. Tu sais pas ce qu'il va faire. Et il peut dribbler, il peut accélérer, il peut passer. C'est pas un joueur formaté. Et par rapport à la notion de grand match, en fait, et pourquoi ça va contribuer à faire augmenter sa cote de popularité. En fait, la banque à images, elle fait que grandir avec Kvaratskhelia. Et quand tu as une banque à images sur des matchs qui impactent la mémoire des gens, bah en fait, tu vas rentrer toi-même directement ou indirectement dans la mémoire des gens aussi. La campagne de Ligue des Champions de l'année dernière, il y a beaucoup moins de buts.
de Kvaratskhelia. Il est loué pour le fait que c'est une pièce complémentaire du puzzle, sur le fait que dans l'attitude et la mentalité, notamment sur le travail défensif, il est à bloc, sur le fait que c'est un joueur déstabilisant, mais dans l'aspect statistique, là c'est quand même une autre réalité. Si tu prends les 2 matchs contre Chelsea et là le match contre Liverpool, c'est aujourd'hui le guide offensif du PSG sur le plan statistique, même s'il y a un Désiré Doué qui marque aussi ses buts, mais... Enfin voilà, aujourd'hui on a un joueur qui tire l'équipe vers le haut, alors qu'à un moment donné dans la saison, c'était beaucoup plus un joueur dont on attendait qu'il sorte un petit peu de sa torpeur. Donc c'est très positif pour le PSG de l'avoir dans ces dispositions-là à ce moment-là de la saison. Les 4 derniers matchs de Ligue des Champions, il est là sur les 4 derniers matchs. Il marque, c'est la première fois qu'un joueur enchaîne 4 buts en Ligue des Champions dans 4 matchs différents. C'est une première dans l'histoire pour Kvaradona. Il mériterait un livre, notre ami Gvisha Kvaratskhelia. Est-ce qu'il a des défauts, Monsieur Boudeur. La bonne question. Oui, c'est un boudeur. C'est ça. Même sur ce côté un peu joueur qui choisit ses matchs, quoi. C'est-à-dire que je regardais un peu les stats. Il a 8 buts, 4 passes décisives cette saison en Ligue des Champions, ce qui est sur 13 matchs, ce qui est c'est pas mal. Oui. Globalement correct. Oui. Voilà, c'est pas fou. On va pas commencer non plus à sauter au plafond parce qu'un mec marque des buts. Je veux dire, il fait son métier, on va arrêter les conneries. Et en Ligue 1, il a, je crois, 4 buts et 4 passes. Et 4 passes décisives. C'est-à-dire qu'en fait, il a en 2 fois moins de matchs, il a 2 fois plus quasiment 2 fois plus de contributions offensives. Mais il rentre dans cette catégorie de joueurs au Paris Saint-Germain. Mais en fait, Thiago Motta, il avait son réveil, réveil matin avec la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ça si le rendement en Ligue des Champions derrière c'est ça? Bon, voilà. Moi, je préfère 1000 fois avoir Kvara qui joue à moitié en Ligue 1, qui laisse un peu la place à d'autres gens qui peuvent s'éclater, etc., ou qui est un peu sur un demi-rythme et qui marque ses buts un peu ça et là. Si en Ligue des Champions, il nous sort des perfs comme ça, moi, j'ai aucun problème. Sauf si quand sur le terrain, tu vas avoir cette attitude justement un peu boudeuse, un peu enfant gâté quand tu fais pas la passe et qu'il est là. On le sent. Il a demandé beaucoup de ballon hier soir. Hein. Il s'est estimé un peu lésé. Il aurait souhaité plus le ballon sur certaines actions. Mais moins dans l'attitude. Tu vois, je sens pas qu'il te fait un reproche évident, officiel devant un stade entier. Mais c'est le seul mini défaut, c'est ça. C'est en Ligue 1. C'est un peu le travers des attaquants qui sont en très grande forme. Enfin, les mecs qui sont un peu en feu comme ça. En fait, tu sens qu'ils marchent sur l'eau et du coup, ils demandent toujours le ballon parce qu'ils sentent toujours qu'ils peuvent faire un truc exceptionnel. Preuve en est. C'est-à-dire qu'il a fait hier un truc. Enfin, moi, effectivement, le crochet, puis la feinte de frappe, puis le but, sont genre. La feinte pour les mettre sur les fesses. Mais en fait, tu pouvais faire il y a Doué qui fait l'appel. C'est-à-dire que la passe, elle est là, quoi. Il n'y a qu'elle, on ne voit qu'elle tous. C'est-à-dire qu'il fait la passe, il y a but, pareil. Mais il a pris la décision sciemment. Il a 2 temps d'avance. D'humilier l'adversaire. C'est-à-dire que c'est pas que le but, c'est vraiment faire mal, quoi. Donc c'est un peu ça le côté, voilà, le grand joueur, grand moment, grand offensif. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis, mais sur certains aspects dans cette finition-là, il y a un côté Messi où tu as l'impression qu'il maîtrise les horloges du temps. Lui est au ralenti quand les autres sont en accéléré, donc il a le temps déjà. Il sait ce qu'il va faire, alors que personne au monde ne savait qu'il allait pouvoir faire ça. Et voilà, c'est ça, et ça c'est quand même assez magnifique. C'est ça qui fait que ces buts-là, tu t'en souviens toute ta vie, quoi. Mais même si on peut lui reprocher de temps en temps peut-être de vouloir un petit peu trop le ballon, moi je préfère un joueur qui prend ses responsabilités. Hier, Kvaratskhelia, c'est 7 tirs sur les 18 du PSG. Donc dans ces matchs, on va dire à coefficient supérieur, où on attend justement que l'individualité, en fait, elle soit sublimée par un collectif qui est super quali à la base. Mais à un moment, ce qui fait la différence, quart de finale, top 8 européen, ça va être quand même la qualité. Et dans la qualité, il y a la qualité technique, l'intelligence de jeu, mais il y a aussi la prise de responsabilité. Moi, je pense que la notion de grand match où on le voit briller, c'est pas anodin parce que c'est quand même un joueur qui a été dans des contextes de pression. Quand tu as joué dans un club comme Naples, en fait, la pression, tu as appris à vivre avec et tu l'as intégré. Et quand tu es le joueur de ton pays, parce que c'est le cas avec Kvaratskhelia, avec tout le respect que je peux avoir pour Miko Tadze, qui est un super joueur, et pour Mamardashvili, qui nous a montré hier encore qu'il était un super gardien, en fait la star de la sélection de Géorgie c'est Kvaratskhelia. Et donc je pense que les joueurs qui ont appris à vivre avec cette pression nationale,
Ils ont un truc en plus. Voilà, nous on a Mbappé à notre niveau, qui est encore peut-être 2 crans au-dessus, mais il y a des fois où il nous semble très froid et où il nous semble aussi très hermétique à ce qui peut être dit de l'extérieur. Ah bon, 2-3 joueurs, c'est des glaçons. Hein, voilà, et moi je pense qu'au très haut niveau, il faut ça à un moment. C'est ce qui fait la différence entre être très bon à un joueur de grand match, voire même pour certains, un joueur de... Tu sais, il y a les joueurs de petits matchs, les joueurs d'entraînement et les joueurs de grands matchs. Je pense que la différence, elle se fait en partie là-dessus. En tout cas, on reviendra et on espère qu'il nous donnera autant de plaisir du côté de d'Anfield, le roi Kvara, Visha Kvaratskhelia, qui a donc signé une masterclass dans surtout ce but. Et alors les 89 passes et le travail tout autour, c'était assez exceptionnel. Et dans ces 89 passes, il y a un garçon. On va pas faire tout le monde. Hein. Je sais que certains vont se dire, mais pourquoi on va pas venir sur Safonov? Parce qu'il y a quand même des petites choses à dire. Pourquoi on parle pas d'Ousmane Dembélé aussi, ou peut-être de Désiré Doué, mais ce soir j'avais envie de parler de ma tasse, oui, ma tasse de café avec le numéro 33, je vous rappelle, Warren Zaïre-Emery, qui cette question nous est venue toute seule avec mon ami Robin Bédou, qui était minuit et demi en train de marcher en sortant du Parc des Princes, et lui allant chercher son scooter électrique, et moi rentrant du côté de Marcel Samba, et je lui disais Warren Zaïre-Emery, et il dit jusqu'où va-t-il s'arrêter? On s'est posé la question, et on vous pose la question, mais jusqu'où Warren Zaïre-Emery va-t-il s'arrêter? Juste petite stat, je sais, on vous en donne un tout petit peu, mais ça nous donne toujours un point de contexte. Le match d'hier, pour Warren Zaïre-Emery, c'est 60 passes réussies, dont 42 dans la moitié de terrain adverse, 71 touches de balle, 2 dribbles réussis, 1 interception, 4 duels remportés au sol, 5 récupérations et 2 grosses occasions aussi, dans les expected goals, là, quand il se retrouve dans la surface de réparation, ballon au pied, où il se fait un peu balayer, etc. Il est devenu le plus jeune joueur à atteindre les 40 apparitions en Ligue des Champions. Il dépasse Jude Bellingham. Comme ça, juste je vous le dis. Hier, il a été, à mon avis, impérial. Jusqu'où peut s'arrêter Warren Zaïre-Emery? Il est même en train d'éteindre peut-être un débat. On se dit tous, mais où est Fabian Ruiz? Mais sans Fabian Ruiz, on va pas pouvoir vivre. En fait, on vit très bien sans lui. Alors, non seulement on a très bien vécu, pour l'instant on vit très bien sans Fabian Ruiz grâce à Warren Zaïre-Emery, mais on a aussi très bien vécu sans Achraf Hakimi avec Warren Zaïre-Emery. Il fait la saison qu'on attendait de lui la saison dernière, c'est-à-dire l'année dernière où il a un peu traversé la saison comme une âme en peine. Il jouait pas beaucoup, il n'était pas du tout en confiance, etc. Là, en fait, il nous a rappelé tout le potentiel qui était le sien, toute l'intelligence et toutes les capacités physiques qui étaient la sienne. Parce qu'en fait, c'est marrant parce que du coup, j'ai sur les stats, je me suis un peu plongé dessus hier parce que pour le Parisien, du coup, on a fait j'ai fait le papier tactique du Parisien sur Warren Zaïre-Emery. Et en fait, ces statistiques, elles sont bonnes, mais elles sont loin d'être les meilleures hier. C'est-à-dire que Vitinha, João Neves, Kvara, etc., en termes de touches de balle, de dribble réussi, de récupération de trucs, Warren, il est dans le ventre mou, quoi. Mais moi, en fait, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il était partout hier. Il était partout, je crois qu'il court quelque chose comme 12 km. Oui. Il est disponible dans chaque zone du terrain pour être un relais, pour une passe. Franchement, il y avait en revoyant le match hier, il y a des situations où tu le vois, il commence 10, ensuite il va à gauche, il se rend disponible à gauche, puis il va derrière, puis il retourne il retourne à droite, il fait un appel côté droit sur l'aile, et puis ça va pas, donc en fait il revient derrière, et il retourne, et il fait un appel à... Il n'a pas arrêté de bouger. Et c'est vraiment, pour moi, un peu le symbole de ce que demande en fait Luis Enrique à ses joueurs, c'est-à-dire d'être constamment en mouvement. Et ça, on l'a vu aussi. De toute façon, tous les joueurs hier avaient un peu ce truc-là. Hein. Hakimi, pareil, on l'a vu des fois complètement à gauche, pas du tout à son poste, etc. Machin. Ousmane Dembélé qui jouait des fois en numéro 6 pour revenir chercher le ballon et tout. Enfin, il demande ça à tous ses joueurs. Et Warren, il a le coffre, les capacités physiques. Moi, quand j'ai vu Warren Zaïre-Emery mais faire mal à l'épaule à un mec comme Konaté, j'étais en mode, gros, calme-toi, un peu de tenue, quoi. McAllister aussi lui a fait. Ouais, McAllister, mais c'est en fait tout, c'est-à-dire même Gravenberch qui est quand même un beau bébé, tu vois. Il a eu Warren à l'épaule, ça lui a fait tout drôle, quoi. Donc moi, Warren, il a vraiment pour moi les deux aspects un peu cruciaux du jeu, c'est-à-dire que physiquement c'est une brute, vraiment, il est impressionnant, il est hyper rapide, il est hyper puissant, il est hyper endurant, etc. Et en fait, on voit
et notamment avec la petite pige qu'il a fait en remplacement de Achraf Hakimi, qu'il a développé aussi une intelligence de jeu supérieure, une polyvalence supérieure dans la palette de ce qu'il peut faire. Et ouais, c'est en train de devenir un joueur très complet et il est en train d'accomplir son plein potentiel. Et Mike. Exactement. Mais ce qui est assez dingue, déjà, c'est le joueur le plus utilisé, qui a joué le plus de minutes au PSG cette saison. C'est pas anodin, ça veut dire quelque chose devant 39e match consécutif. Voilà, et sans jamais montrer des signaux d'essoufflement. Et c'est ça le truc, arriver en quart de finale quand tu as fait cette saison-là, avec toute la pression qu'il y avait, parce qu'il faut pas oublier d'où il revient. Saison dernière très compliquée, il est vraiment derrière, il n'est pas dans ce 11-là. En équipe de France, il perd sa place, il retourne faire un coup chez les espoirs. Après avoir vécu une mise en avant en tête de gondole du PSG, le nouveau Titi, la star du projet pour les 20 ans à venir, c'est beaucoup de choses à digérer pour un gamin de cet âge-là. Il a 20 ans. Donc je trouve que sa capacité de réaction, là, ce qu'il nous montre cette saison, mais c'est juste merveilleux. Tu as juste envie d'applaudir parce que c'est fou d'être aussi costaud. Et voilà, il a que 20 ans. Un pic de forme dans le football de haut niveau, c'est quoi ? C'est 27, 28 ? Donc jusqu'où il peut y aller ? Et il va pas continuer de monter comme ça, sinon c'est pas possible, ce sera un extraterrestre. Mais s'il arrive déjà, ne serait-ce qu'à maintenir ce niveau-là sur la durée, et faire oublier Fabien Ruiz, quoi. Enfin, c'est quand même voilà, les absents ont toujours tort, et là Fabien Ruiz, pas une mince affaire pour le coup. Les vivas de la foule sur ses impacts à l'épaule quand il va bouger un adversaire, etc. C'est hallucinant, mais voilà. Tidiane, toi, qu'est-ce qui t'impressionne peut-être le plus, et peut-être qu'après pour lui, l'objectif ça va être de s'installer en bleu, être titulaire dans cette équipe de France. Alors pas de Deschamps, mais ça sera de Zinedine Zidane. Il va y avoir un vrai débat pour Deschamps. Ouais. Ah oui, c'est une vraie question. C'est clair. J'ai quand même l'impression qu'il a ses hommes. c'est clair. Il n'y aura pas de débat dans la tête de Deschamps. Moi, je suis sûr c'est qu'il sera du voyage. Au moins, il pourra s'acheter une casquette aux États-Unis. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression que Tchouaméni Rabiot ou Tchouaméni Manu Koné, par rapport à ce qui a été travaillé quand même sur les dernières saisons, ça part avec une longueur d'avance. Mais il y aura l'idée, je pense, d'avoir à minima un petit peu de temps de jeu, ce qui n'avait pas été le cas durant le dernier Euro et où il y avait de la frustration quand on était ressorti chez Warren Zaïre-Emery. Déjà, si là, tu t'arrives, alors on espère que l'équipe de France ira aller au moins jusqu'en 8e ou en quart de finale du mondial, ça veut dire qu'il y aura nécessairement un peu de rotation à un moment ou à un autre, et donc pour lui, peut-être la possibilité d'avoir gagné du crédit. Je rajoute le match aussi contre la Colombie où il a été très bon et où là aussi ça lui donne une dose de crédit supplémentaire pour la sélection. Pour ce qui est de sa réalité en club, pour moi les perspectives elles sont simples. Ça va être de passer d'utile à important. Et en fait j'ai l'impression que c'est un petit peu le processus qui est en marche, c'est-à-dire que sur le début de saison, on sentait que c'était un joueur qui était utile par rapport à la réalité du PSG, les absences, les problèmes physiques, ce calendrier très très dense sur lequel il fallait concerner un maximum de joueurs, alors que Luis Enrique, on avait peut-être un minimum à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, il a été utile. Mais là, on arrive dans le moment de la saison où il ne faut pas juste des joueurs utiles, il faut des joueurs importants, fiables, qui sont capables de hausser leur niveau par rapport à un événement. Et en fait, pour moi, le match d'hier te donne une réponse. C'est-à-dire que on le voit dans un registre qui est le sien très bon, mais on voit que le niveau de confiance le pousse à avoir des initiatives qu'on ne l'imaginait pas forcément très à l'aise avec, des dribbles, des projections. Moi, le petit mouvement de corps sur Szoboszlai en défense, là, pour moi, ça montre en fait... Petit contrôle orienté, là. Ouais, incroyable. Ça peut paraître anodin, mais tu parlais de la réaction du public. Tu n'as pas besoin de faire un élastico ou une aile de pigeon. En fait, ça, le public se rend compte de ce que ça représente aussi, d'avoir cette sérénité-là à ce moment-là du match et cette froideur-là. Et c'est quelque chose qui est appréciable. Et pour moi, ça va amener sur une conclusion. C'est, en fait, pour moi, il y a deux questions autour de Zaïre-Emery à la base. C'est un, est-ce qu'il pouvait se mettre au niveau du collectif ? On en doutait l'année dernière. On se disait le trio des titulaires est trop fort, il ne peut pas y aller. Et finalement, on se rend compte que oui. Et la deuxième question, c'était est-ce que ce que sont ses qualités sont compatibles avec ce type de jeu ? Et là, deuxième réponse, où on commence à se dire que oui, en fait. Et au moment où Zaïre-Emery, ça ne marchait pas, on se disait, enfin moi je disais, Warren, il faut qu'il fasse du Warren. Ça ne sert à rien qu'il commence à vouloir essayer de copier ce que font les autres parce que, soi-disant, c'est ça qu'il faut pour jouer dans cette équipe. Fais du Warren avec tes qualités et tu verras que ça peut être bénéfique aussi pour l'équipe. Donc moi, à partir du moment où on répond à ces deux questions,
ça justifie totalement le fait qu'aujourd'hui, ça puisse être un joueur qui continue à prendre de l'importance. Très rapidement, et ensuite derrière, on va se poser une dernière question autour du match retour, et puis on aura l'occasion de se retrouver lundi pour une petite tribune aussi, histoire de se mettre en jambes, parce que j'ai bien compris comment faisait Luis Enrique, hein, même quand voilà, tu te mets sur le banc, mais il te fait quand même jouer une petite demi-heure pour que tu aies encore des jambes. Donc lundi, on s'en fera une juste avant la Ligue des Champions et le match retour de quart de finale de Ligue des Champions. Juste sur le débat avec Fabian Ruiz, qui est toujours pas rentré, qui ne revient toujours pas. Est-ce que au moment où Fabian Ruiz va revenir, est-ce que Warren Zaïre-Emery a une chance de lui piquer sa place, ou en tout cas de s'installer à sa place? Moi, je pense que après 3 mois d'absence sans jouer, Fabian Ruiz, entrer comme ça, il va pas estimer qu'il mérite de jouer, mais entrer dans une demi-finale, on touche du bois si tout se passe bien. Je pense que oui, que Warren, vu ce qu'il a démontré, et vu ce qu'il démontre depuis le début de saison, vu la confiance que lui accorde Luis Enrique, je pense que ça va être compliqué de le sortir comme ça d'un simple claquement de doigts. C'est pas parce que tu as été magistral la saison dernière, il y a un côté physique. 3 mois sans jouer à ce niveau-là, c'est énorme. Donc, un jour, on aimerait quand même avoir l'explication de ce qui se passe. Oui, c'est flou, il y a un loup. Ouais, il y a un énorme loup. Il y a un gros loup. Ouais. Mais, donc voilà, moi je pense qu'il a gagné de gros points, et qu'il va falloir se lever tôt pour l'enlever de ce trio-là. Très court, Alexandre, sur le Fabian Ruiz. Ouais, moi je trouve que Tidiane, il a tout résumé avec sa formule, c'est-à-dire que Warren, il est très utile pour l'instant, et en fait c'est vrai qu'il a ce côté un peu dépannage, etc. Mais on a un peu l'impression que si le titulaire revient, le titulaire sera de facto titulaire. À droite, ça se comprenait avec Achraf. Oui, bien sûr, voilà. Mais en fait, Fabian Ruiz, il a quand même réussi, je trouve, à imposer quelque chose d'un peu évident par rapport à ses qualités physiques, footballistiques, son QI. Il apporte quelque chose dans le dispositif. En fait, pour l'instant, je ne sais pas si Warren est à ce point, je vais utiliser une expression de LinkedIn, j'en suis désolé, est à ce point différenciant par rapport à Fabian Ruiz. Je ne sais pas s'il est à ce point soit meilleur, soit est-ce qu'il apporte des qualités vraiment différentes, décisives par rapport à Fabian Ruiz. Et en fait, ça va être aussi lui son boulot. Alors évidemment, comme tu disais, Aymeric, Fabian Ruiz, il va pas revenir du jour au lendemain comme ça. Après 3 mois sans jouer, il va y avoir forcément un petit sas de décompression, on va dire. Mais Warren, il va devoir, mais même dans les saisons à venir, ou si Fabian Ruiz vient à s'en aller, il va devoir aussi développer un peu son caractère unique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a ce rôle un peu ingrat, c'est un couteau suisse, c'est-à-dire qu'il fait tout bien, il fait tout correctement, mais quel est son caractère exceptionnel en fait? Qu'est-ce qui le différencie vraiment des autres, à part le physique? Quand même. Non, bien sûr, c'est son physique, mais en fait, des joueurs sur les joueurs, il fait peur aux joueurs, les mecs ont le ballon dans les pieds. Mais des joueurs physiques, t'en as d'autres, si tu veux. Il y a toujours un truc, tu vois, par exemple, Vitinha aujourd'hui ou João Neves, ils ont cette espèce de petit truc vraiment un peu spécial, tu vois, qui les différencie des autres. Aujourd'hui, est-ce que le PSG sans Warren Zaïre-Emery, c'est plus le PSG? Je sais pas, tu vois, mais c'est un débat qui est intéressant en vrai, mais je sais pas s'il y a vraiment de réponse maintenant, quoi. En tout cas, on y reviendra bien évidemment sur Warren Zaïre-Emery et ses prestations. On doute pas forcément qu'il sera présent face à cette équipe de Liverpool au match retour. Oui. On n'oublie pas d'embrasser sa grand-mère. Tout à fait, sa grand-mère qui nous écoute. Tu ne sais pas, Tidiane, mais c'est une information qui nous a été donnée par Marc Méchénois. Et voilà, il connaît un peu la famille Warren. Bonjour grand-mère Zaïre-Emery. Effectivement, elle nous écoute les matchs et aussi la tribune. Elle note si on dit des choses bien ou pas sur son petit-fils. Et elle a bien raison. Mais je crois qu'elle est dans la bonne maison. Moi, Warren, j'adore. C'est voilà, on la remercie quand même d'avoir permis que ce garçon existe. C'est ça, pour son rôle dans la chaîne de production. C'est ça, mais ouais, non, franchement, et je le rappelle, voilà. Mais on tente notre chance. La demande d'interview a été faite pour Warren Zaïre-Emery depuis quelques semaines, quelques mois, pour qu'il soit l'invité du MAG de Pia Clément. Pia qui reçoit demain, je vous invite à écouter, un auteur de livres sur Luis Enrique. Ça va être passionnant pour rentrer dans le cerveau et dans la tête du coach parisien. Les amis, très rapidement, petit tour de table, et on aura le temps, je l'ai dit lundi, mais est-ce que vous avez un doute sur la qualification pour la semaine prochaine, pour mardi prochain? Est-ce que sur le papier, il y a un doute? Alors je sais, oui, dans le football, tout ça. Non, je veux vous entendre, vous, avoir un peu vos tripasses là, pour que j'en sache un petit peu plus. Est-ce qu'il y a un doute sur la qualification, Aymeric? Non. Voilà. On va expédier tout ce que tu as dit dès le départ. Oui, c'est le football. Oui, il peut se passer des choses. Oui, Safonov peut faire une connerie au début de match. On peut prendre un rouge. Anfield peut s'enflammer.
mais il faut être aussi savoir garder la raison et de ce qu'on voit là, de ce que dégage cette équipe, de la confiance qu'ils ont en eux, de l'expérience désormais qu'ils ont de ces matchs à haute altitude dans ces stades anglais. On a fait du Royaume-Uni notre buanderie. Donc, je vois pas. Attends. C'était le dernier mot que je m'attendais à entendre sortir de ta bouche à la fin de cette phrase. Voilà. Bon, on voit l'idée. C'est parfait. C'est parfait. Mais non, je pense que ce PSG a trop de certitude et trop de talent pour se laisser happer dans un quelconque piège. Luis Enrique est le roi pour calmer les ardeurs de tout le monde. Il l'a encore prévenu, comme il le fait. Il ne sait pas jouer autrement qu'en essayant d'aller gagner un match. Il ne garde pas un résultat, il ne gère pas. Donc on va aller là-bas avec la volonté de gagner. Et je pense que, comme à Chelsea, ça risque de bien se passer. Ça peut même très bien se passer. Tu parles de Luis Enrique ? On va l'écouter. Allez. Je pense que rien ne va changer de notre mentalité pour affronter Liverpool. Il faut gagner ce match. Il faut marquer des buts pour gagner le match. Et on ne pense pas à défendre un résultat. Ce n'est pas notre manière de voir le football. Et pour nous, c'est toujours une motivation d'être une équipe un petit peu différente et chercher à gagner chaque match. Mais ce que je pense, c'est que on est très motivé. L'année dernière, on a marqué l'histoire. Ça a été très joli. Mais dans ce moment, nous voulons continuer à marquer l'histoire. Et pour marquer l'histoire, il faut améliorer, il faut penser à chercher de trouver des différentes solutions. C'est plus facile à préparer une équipe qui connaît parfaitement la manière que nous attaquons et que nous défendons. Bon, on repart sabre à la main en Angleterre, Tidiani. On est des Vikings, en fait. Nous, ça nous plaît pas de leur avoir mis une tournure, il faut leur en remettre une, c'est ça. Non, mais comme l'a très bien dit Emery, que le PSG, de toute façon, ne sait pas faire autrement que de se référer à cette boussole de jeu et de toujours essayer d'aller marquer le but de plus. D'ailleurs, même hier, ça se voit, il y a 2-0, ça continue de vouloir mettre du rythme et de jouer. Donc, ils iront comme ça à Anfield. Il y a un ascendant qui est pris en termes de confiance parce que il y a le score au tableau d'affichage, mais il y a aussi le contenu. Et on s'est beaucoup concentré sur ce que le PSG avait fait dans la surface adverse. Mais il faut aussi valoriser que hier, le PSG annule totalement Liverpool. Donc, c'est vrai que défensivement, on a très peu souligné. Alors que ça faisait partie des petites limites qu'on voyait du PSG, c'est-à-dire oui, tu génères beaucoup, mais tu concèdes aussi. Hier, tu concèdes rien. Alors, si on doit s'appuyer sur la base du match d'hier, non, il n'y a pas de doute. Si on doit s'appuyer sur la dynamique des deux équipes, non, il n'y a pas de doute. Maintenant, c'est la Ligue des Champions. Et à tout moment, une compétition nous rappelle à quel point elle peut être ô combien irrationnelle. Et donc moi, j'aurais toujours la prudence et le respect pour Liverpool de me dire qu'il va falloir jouer le match avec toute la concentration et le sérieux qui s'impose. Et par rapport, ça fera une façon de boucler la boucle avec le débat du début. Peut-être que ce 2-0 va permettre de rester en éveil. Et que s'il y avait eu 3 ou 4... ce serait peut-être pas tout à fait pareil. On sera effectivement en alerte, ne jamais oublier, Alex, bien sûr. Aston Villa. J'allais le dire. Quelle connexion. Quelle connexion, écoutez. On se sait, mon Bruno. Je sais quoi dire. J'y étais, en plus, à Aston Villa. Je peux vous dire que quand on a fait au revoir aux supporters à la 20e minute, on était tout contents, puis on rigolait un peu moins une demi-heure plus tard, quoi. Donc oui, évidemment que c'est un... Enfin, moi, je souscris à tout ce qui a été dit. Je pense qu'hier, on n'était pas angoissé. On ne le sera pas beaucoup plus mardi prochain. Maintenant, ça reste Liverpool, quoi. Ah oui, non mais c'est voilà, c'est un énorme respect pour un club immense. C'est pas un club qui en serait à son coup d'essai s'il y arriverait, quoi. Bien sûr. C'est pas comme si on l'avait comparé à Carquefou en début d'émission. C'est je rappelle. Mais Carquefou ne joue pas en rouge. C'est vrai. C'est ça. Mais donc voilà, toujours beaucoup de prudence. Évidemment qu'il y a toujours des doutes, mais le doute, c'est un doute sain, quoi. C'est-à-dire oui, il peut tout se passer. Le PSG est sûr de ses forces, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et voilà, je pense que globalement, il y a quand même plus de chances que le PSG se qualifie que le PSG ne se qualifie pas. Et vu la mentalité, encore une fois, je souscris à tout ce qui a été dit. J'aurais beaucoup plus de doutes contre le Bayern en demi-finale. Là, ça va être une autre paire de manches. Ils partent quand même de très loin. Moi, j'ai eu la sensation hier quand ils quittent le terrain qu'ils se disent on a pris une
torgnole et je sais pas comment on va faire, quoi. Moi, je pense que ça va être trop compliqué pour eux. La vérité du foot peut vite changer en une semaine et avec le bon scénario, la bonne atmosphère. Si on a regardé ce qui se passait dans l'autre match hier soir, il y a une équipe qui a été largement supérieure à l'autre dans le jeu et qui a pris 2-0. Ouais, c'est le match entre le FC Barcelone. Parce qu'il y a des faits de match à un moment qui conditionnent aussi le résultat d'une rencontre et que c'est aussi pour ça qu'on aime le foot. C'est pas toujours la meilleure équipe qui se qualifie, mais celle qui gère le mieux les moments clés. Et il peut y avoir des moments clés dans un stade comme Anfield. Il faut jamais perdre ça de vue. Et il faut toujours écouter le sage Tidiani qui clôture cette émission. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Tidiani, merci à Alex, merci à Aymeric, merci à vos messages nombreux sur le chat de cette émission. Abonnez-vous, bien sûr. Le prochain rendez-vous sur notre chaîne YouTube, eh bien, c'est le MAG de Pia Clément qui sera retrouvé vendredi à 18h. Et ensuite, nous, on se retrouve... Ah oui, on est en congé ce week-end, il n'y a pas de match, donc on va pouvoir se reposer un petit peu et ensuite il sera temps de prendre la route pour aller du côté de Liverpool en train. J'ai bien apprécié le voyage, je vais adorer cette histoire et on va se retrouver pour la rencontre mardi prochain entre le Paris Saint-Germain et Liverpool pour le match retour du côté d'Anfield. Merci à Thomas qui a réalisé ce podcast, merci à toutes et à tous de votre fidélité. Il est temps de raccrocher et de débrancher ce podcast.